Bonsoir à tous. Dans votre rendez-vous d'actualité religieuse, on parlera ce soir de la politique familiale dans la campagne présidentielle. Nos invités, Jean-Marie Andrès des associations familiales catholiques et Jean-Pierre Denis de l'hebdomadaire La Vie. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. Mais en cette semaine sainte, on commence avec un clin d'œil et les images de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui accueille de nombreux fidèles et célébrations ces jours-ci. Sachez d'ailleurs que de chez vous, vous pouvez désormais vous rendre dans cette basilique du Saint-Sépulcre et entrer virtuellement dans le tombeau du Christ grâce à un nouveau site internet lancé par la Custodie de Terre Sainte. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Et retour en France maintenant avec un témoignage, celui de Steve. Il est l'un des 2958 adultes qui seront baptisés ce week-end. Steve est pâtissier, il a 40 ans et vit à Paris. On vous le présentait ici même il y a quelques semaines. Dans quel état d'esprit est-il à la veille du grand jour? Nous l'avons rencontré dans sa pâtisserie, on regarde. Depuis la dernière fois où on s'est rencontrés, j'ai eu donc tous les appels qui ont eu les samedis, auxquels j'ai assisté évidemment en tant que catéchumène. La préparation s'est faite plutôt au niveau spirituel et dans la lecture. Et puis là maintenant cette semaine, on est plus sur une semaine sainte, donc avec une véritable préparation. Jeudi, vendredi, nous prépare en fait vraiment à l'arrivée de Pâques qui aura lieu donc samedi soir avec mon baptême par-dessus tout. Un moment plutôt angoissant dans le sens où on ne connaît pas, c'est aller vers l'inconnu, voilà. Et puis c'est un moment en même temps de délivrance. Voilà, un moment de délivrance. Lors de son baptême, Steve recevra les huiles qui ont été consacrées lors de la messe chrismale, notamment le Saint-Crème qui servira tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Messe qui se déroule traditionnellement en début de semaine. Vous voyez des images tournées mardi soir dans la cathédrale de Nanterre. Et puis on en parle moins, mais cette messe chrismale est aussi l'occasion pour les prêtres de renouveler leurs vœux. À ce propos, on écoute 3 prêtres du diocèse de Nanterre. Renouveler l'engagement d'ordination, c'est déjà le renouveler avec les autres, c'est pas tout seul, c'est avec tous les prêtres du diocèse. Puis c'est important parce que c'est l'occasion de redire ce que j'ai pu prononcer le jour de mon ordination, mais dans le cadre où je suis aujourd'hui, dans la paroisse où je suis maintenant curé, donc forcément avec l'évolution des années, et de redire un oui aujourd'hui qui est un oui actuel. On est tous invités chaleureusement par notre évêque à redire notre attachement à l'Église, à Jésus-Christ. Et pour moi, ça passe véritablement par l'intérêt qu'on porte à ce que désire notre évêque. Il me faut au moins ça pour me redire « Ah oui, c'est vrai, au fait, je ne suis pas tout seul dans mon coin, on est dans un diocèse, il y a l'évêque, il y a les autres, on travaille pour le Seigneur, non, il faut au moins ça ». Retour maintenant en images sur le week-end des Rameaux qui a ouvert la Semaine Sainte. Il y avait de nombreux pèlerinages en France. Exemple dans la région Rhône-Alpes, ils étaient plus d'1 millier à marcher vers la cathédrale du Puy-en-Velay. Pèlerinage organisé par les étudiants et les jeunes professionnels de la province de Lyon. Ils ont été accueillis par le cardinal Philippe Barbarin qui présidait la messe des Rameaux à la cathédrale du Puy. Et cette Semaine Sainte est aussi l'occasion pour l'Église de gagner en visibilité. Dans plusieurs villes de Vendée, on peut voir ces affiches dans la rue. Pâques est bien plus qu'un œuf. Campagne de communication lancée par le diocèse de Luçon. L'objectif est de rechristianiser des fêtes devenues commerciales comme Pâques ou Noël et avec humour en plus. Et puis dans un tout autre genre, si vous étiez à Paris ce week-end et si vous êtes passé à côté de la cathédrale Notre-Dame, vous avez sûrement remarqué une effervescence inhabituelle. C'était l'opération Hosanna dans la ville, une mission de nouvelle évangélisation menée sur le parvis de la cathédrale à l'occasion du week-end des Rameaux. Nous y étions, regardez. À Paris, comme dans 11 autres grandes villes européennes, Mission Métropole, l'initiative du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, a bien été entendue. Un village de tentes, une scène musicale ainsi que des lectures de l'évangile de Saint-Marc en continu ont accueilli près de 20 000 Parisiens pendant ces 3 jours. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui manquent complètement de repères par rapport à la religion, à la foi, et sont très heureux de pouvoir entendre des chrétiens présenter en particulier la Semaine Sainte et la fête de Pâques qui arrive. On sent une très grande attente, soif de nos contemporains. Bien sûr, il y a parfois des rejets, mais le plus souvent, c'est une attente, c'est une bienveillance.
Des bénévoles d'Annunzio et des communautés de l'Emmanuel et d'Ain Carême se sont relayés pour évangéliser en binôme sur la place Saint-Michel et sur le parvis de la cathédrale. Bien évidemment, il n'y a pas de discours tout fait, parce que c'est vraiment, il faut partir avec le cœur ouvert et avec vraiment l'intime conviction que c'est l'Église qui nous envoie. Une initiative qui a suscité de nombreuses rencontres et qui, par la diversité des propositions, a su toucher un public varié. On était venu voir Notre-Dame et du coup on s'est arrêté parce qu'il y avait de la musique. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est une façon pour la religion de se rapprocher un peu plus de ses fidèles ou pas, ou des autres gens, des autres personnes. La nouvelle évangélisation, simple, directe et respectueuse de chacun est en route. Et les Light Singers n'ont pas fini de faire danser les gens sur le parvis de Notre-Dame. Voilà pour cette semaine sainte vécue sur fond par contre d'inquiétude au Mali. Le pays est comme un navire sans capitaine, c'est un désastre selon un prêtre malien qui vit dans le nord du pays. Cette région est désormais contrôlée par des rebelles, notamment des islamistes armés. Les pillages se multiplient dans plusieurs villes et selon nos informations, de nombreuses églises ont été saccagées. Certains chercheraient même à tuer les prêtres et les religieux. L'évêque de la région vient de quitter la zone. Voilà pour le factuel. Mais quel rôle peut jouer l'Église locale dans ce qui s'annonce déjà comme une crise majeure? Eh bien, écoutez la réponse de Pierre Diarra, journaliste malien. Il évoque l'influence de la minorité chrétienne au Mali. On l'écoute. Les chrétiens représentent peut-être entre 2,5 à 3% de la population. Il n'en demeure pas moins. Il y avait une possibilité de dialogue qui était très forte au sein de tous les croyants du Mali. D'abord, l'Église et les chrétiens de façon générale étaient bien acceptés et les évêques étaient souvent très écoutés. Je sais qu'il y a eu plusieurs rencontres où des responsables de l'Église catholique et des responsables protestants étaient invités comme donc des responsables musulmans et autres à essayer donc de voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver avec les nouveaux responsables du pays une sortie de crise. Donc l'Église joue le rôle de médiateur, de quelqu'un enfin, qui favorise le dialogue. Le Mali, qui est une terre de dialogue et de tolérance, c'est important à rappeler dans ce contexte. Et pour preuve, les leaders religieux parlent d'une même voix dimanche. Ils ont appelé à la sagesse dans le stade de Bamako où se déroulait une célébration interreligieuse. Et puis retour en France avec l'actualité politique. On poursuit notre habituel tour d'horizon des chrétiens de droite ou de gauche qui se mobilisent en cette période électorale. Cette semaine, coup de projecteur sur les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC qui le week-end dernier étaient réunis à Lyon sur le thème « Entreprendre en espérance ». Il y a quelques mois, ces chefs d'entreprise lançaient le manifeste pour la première embauche. À la veille du premier tour de la présidentielle, ils en appellent au pouvoir public. On écoute le président des EDC. Les pouvoirs publics peuvent nous aider de deux manières essentielles. La première, c'est les charges. Ces charges, elles sont là parce qu'elles financent un certain nombre de choses. On peut peut-être être un peu plus efficace dans ce qui est financé, mais surtout, avant d'être plus efficace, ça ne se fait pas en un jour, il faut que ce soit financé autrement que par des charges qui pèsent sur le travail. Ça, c'est absolument essentiel. Restaurer la compétitivité. Dans la compétition mondiale actuelle, c'est nécessaire si on veut qu'il y ait de l'emploi en France. La deuxième chose, c'est les formations. Concrètement, aujourd'hui, on a beaucoup trop de jeunes au chômage et de chômeurs en général. Et à côté, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus parce qu'il n'y a pas les qualifications disponibles dans le pays au moment où on en parle. Donc il y a un besoin majeur d'orienter les jeunes vers des formations qui les emmènent vers du vrai travail. Il faut absolument revaloriser le travail manuel. Enfin, pour conclure, des images émouvantes, vous allez le voir, c'était lundi soir à Paris, du côté de la basilique Sainte-Clotilde. Monseigneur Ventura, le nonce apostolique, inaugurait un haut-relief de Jean-Paul II, 7 ans jour pour jour après la mort du pape polonais. À noter la présence de l'académicien Jean d'Ormesson ou encore de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf et bien sûr une foule d'anonymes. Voilà, maintenant on va passer à la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Bonjour. Tout au long des jours qui viennent, les chrétiens vont vénérer le Christ en croix. Vous voyez d'ailleurs une sculpture de Louis Brachet exposée durant toute la semaine sainte dans notre cathédrale. Vous allez sans doute penser que je radote, mais une nouvelle fois,
je voudrais attirer l'attention sur le ridicule de certaines attitudes. Vous vous souvenez de ce professeur de musique du Québec qui, au nom du respect de la laïcité, a supprimé la phrase dans l'hymne à l'amour, chanté par Édith Piaf, « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Tout récemment, lors de la demande de libération de Florence Cassé, nous avons pu voir à la télévision des images de la salle d'audience de la Cour suprême au Mexique. Dans cette salle, derrière le président de séance, se trouve un crucifix. Quelle n'a pas été ma surprise de voir sur certaines chaînes de télévision en France que le crucifix avait été flouté, caché, comme cela se produit pour du Coca-Cola ou McDonald's quand ces marques apparaissent en dehors des spots publicitaires. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de réclamer qu'il y ait des crucifix dans les salles d'audience. Je comprends parfaitement que ce ne soit pas le cas dans un pays laïque. Je ne dis pas non plus que la présence d'un crucifix préserve des injustices. Le cas de Florence Cassé n'en serait-il pas la preuve? Mais je m'interroge cependant face à cette attitude quasi paranoïaque par rapport à tout signe religieux qui va jusqu'à falsifier des images, falsifier ce qui se passe ailleurs, dans d'autres cultures et sous d'autres cieux. Mieux encore, à la suite des drames qui ont endeuillé il y a quelques semaines les communautés juives, musulmanes et chrétiennes, de nombreux politiques de tous bords se sont précipités lors des célébrations des funérailles, qui à la synagogue, qui à la mosquée. Je m'en réjouis, mais ils étaient beaucoup moins nombreux et plus timides à l'Église. Dans les deux premiers cas, c'était, paraît-il, faire preuve d'ouverture, et dans le dernier, leur présence aurait été un manquement au principe de laïcité. Alors, vous y comprenez quelque chose, vous, moi pas. Allez, je souhaite un bon triduum pascal à toutes et à tous. Offrons au Seigneur, lors de la vénération de la croix, toutes ces étroitesses d'esprit, et rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À bientôt. À très vite, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens. Et en cette semaine sainte, Pèlerin vous emmène à Jérusalem sur les pas du Christ, à lire également un entretien intéressant avec le cardinal Philippe Barbarin. Quand les citoyens vraiment croyants mettent leur bulletin dans l'urne, c'est en relation avec leur foi, selon l'archevêque de Lyon. Pour Pâques, La Vie propose un état des lieux du catholicisme à travers la planète, une grande enquête mondiale, 40 pages de reportages, des cartes, des chiffres, des analyses et des témoignages pour ce numéro spécial Planète catholique. Numéro spécial également pour Famille chrétienne à l'occasion de Pâques, La vie plus forte que la mort, FC qui revient par ailleurs sur le voyage du pape à Cuba. Enfin, la Nef, ce mois-ci, pourquoi l'Église apprécie la démocratie, avec un dossier consacré à l'élection présidentielle. Et puis à noter ce reportage en Grèce, un pays au bord du gouffre. Le mensuel décrit une terrible montée du désespoir qui fait tristement écho à l'actualité, puisque hier un retraité grec s'est suicidé sur une place à Athènes. Voilà tout de suite notre dossier. Et notre dossier de campagne à moins d'un mois de la présidentielle maintenant, on va évoquer la place de la politique familiale dans la campagne présidentielle. Pour en parler, nos deux invités, Jean-Marie Andrès, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des questions de société aux AFC, les associations familiales catholiques. Et puis sur ce plateau, un habitué, Jean-Pierre Denis, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de La Vie. Je me retourne vers vous, Jean-Marie Andrès. La politique familiale, on en a un peu parlé il y a quelques semaines avec l'affaire du quotient familial qu'avait soulevé l'équipe de François Hollande. Depuis, j'ai l'impression qu'on en parle moins. Est-ce que vous partagez cette impression ? Je partage cette impression. C'est une manie française que la politique familiale fasse irruption soudain, en général, aux plus grandes dames des politiques qui sont très très gênées sur ce sujet-là. Et donc on est tous, je veux dire, les hommes politiques d'accord pour remettre ça rapidement sous le tapis en espérant que ça ne va pas réapparaître trop vite. Et pourquoi on est gêné selon vous dans la classe politique ? La politique familiale, c'est quelque chose d'énorme en France. C'est un exemple mondial, elle est citée partout. C'est quelque chose qui consomme des ressources financières considérables. C'est quelque chose qui touche à la vie de tous les Français de très près, pour des montants significatifs. Donc c'est quelque chose d'important. En même temps, elle dure depuis très longtemps. On en a un peu perdu les principes. Elle ne fonctionne pas si mal quand même. Elle ne fonctionne pas si mal que ça, effectivement. Beaucoup en sont satisfaits. En même temps, on est dans un contexte budgétaire particulièrement difficile, donc on essaye de
faire quelque chose, de rationaliser certaines choses. Quand on ouvre le dossier, en général, on le referme très vite parce qu'on prend des décisions mal comprises, mal expliquées, et les Français se fâchent. On ne sait pas du tout les conséquences politiques. Un dossier, Jean-Pierre Denis, que nos candidats referment trop vite, vous êtes d'accord? C'est très bon signe. C'est le signe que ça va bien. C'est-à-dire que justement, certes, on ne parle pas du tout de la politique familiale, mais précisément, c'est parce que nous avons une très bonne politique familiale. Évidemment, quand on regarde dans les détails, il y a des points à améliorer, il y a des débats à ouvrir et dont il ne faut pas avoir peur d'ailleurs. Mais grosso modo, effectivement, vous l'avez dit, c'est une politique que le monde entier nous envie. C'est une politique qui fait que nous avons plutôt beaucoup d'enfants par rapport à la moyenne de nos voisins européens. Il y a des pays, vous savez que... C'est une espérance pour l'avenir. Vous savez que la population française deviendra bientôt, à ce rythme-là, supérieure à celle de l'Allemagne. Alors on n'est pas dans une compétition, mais c'est le signe d'une bonne santé de ce pays, au sens où on est dans un pays qui fait des enfants. Ça, c'est la première chose. On est un pays qui fait des enfants et où les femmes, en même temps qu'ils souhaitent, peuvent travailler, là aussi, quand on compare, par exemple, avec la situation de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie. En France, c'est plutôt satisfaisant. Donc c'est une politique qui coûte cher, mais c'est une politique qui obtient des résultats. Et c'est une politique aussi qui s'est construite depuis, on peut dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un certain consensus politique. Donc moi, quand je vois au contraire que dans une campagne électorale, on commence à vouloir s'attaquer à cet édifice de la politique familiale, je suis plutôt inquiet. Là, je pense on peut faire un reproche à cette campagne qui est de ne pas parler des sujets vraiment sur lesquels il faudrait, je dirais, débattre utilement, parce que par exemple la crise économique, l'avenir de nos emplois, etc., et de partir dans des discussions secondaires. Mais en ce qui concerne la politique familiale, si on n'en parle pas, tant mieux. C'est un point important à souligner pour une fois. Jean-Marie Andrès, pour aller plus loin dans ce que disait Jean-Pierre Denis à l'instant. Écoutez, effectivement, il y a le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. La politique familiale a une cohérence aujourd'hui. Cette cohérence échappe peut-être à l'intelligence générale, peut-être à l'intelligence publique, mais là, cette cohérence est héritée de l'histoire. Donc, d'une certaine manière, si quelqu'un s'aventurait à vouloir changer quelque chose, il est nécessaire qu'il fasse l'effort de redécrire une nouvelle cohérence. Aujourd'hui, je pense que la classe politique n'est pas capable en fait de raconter un discours facile à comprendre, en tout cas plus cohérent que celui que la politique familiale actuelle nous raconte. Donc je suis d'accord, il faut conserver cet actif qui est un très bel actif et sur lequel, à partir du moment où on est tous massivement d'accord sur le fait qu'il apporte une valeur considérable aux Français et à la France, poursuivons. Oui. D'autant plus qu'il y a aussi l'histoire personnelle des candidats à l'élection présidentielle. C'est quand même assez frappant. Aujourd'hui, on a au pouvoir, quel que soit le président qui sera élu demain d'ailleurs, une génération qui est celle de la famille recomposée, une génération plutôt libertaire. Et c'est une génération qui peut-être a du mal avec cette politique que pourtant elle est censée incarner. C'est pour ça que je dis... engendrer cette gêne dont vous parliez tout à l'heure. Et surtout, il y a une chose qui s'est produite et qui, elle, pour le coup, est assez troublante et peut-être inquiétante, c'est qu'on est passé du familial au sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cessé de vouloir penser la famille et on veut penser les droits et les demandes et les désirs de chaque individu. Ça, pour le coup, c'est une vraie question. Et là, il me semble que les chrétiens font entendre une voix un peu critique et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des revendications individuelles, individualistes. J'ai droit à ça. La famille, c'est si je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Non, la famille, c'est autre chose que la somme des désirs individuels et un édifice à géométrie variable. Il y a une publicité, moi, ce qui m'a beaucoup choqué ces derniers mois, c'est pas la campagne électorale, c'est la publicité d'une grande marque de distribution qui, pour fêter ses 30 ans, nous a expliqué que la famille, finalement, c'était quelque chose qu'on pouvait monter, démonter, et que donc, quand quelqu'un était en trop, on le jetait pour, en l'occurrence, mettre à la place des chaussures. Voilà. Ça, c'est le vrai sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'on est soumis aujourd'hui à l'impératif libéral, libertaire, consumériste, qui, lui, est contraire, évidemment, aux valeurs que nous essayons de défendre. À propos de consumérisme, Jean-Marie Andrès, est-ce qu'il n'y a quand même pas une inquiétude chez les familles aujourd'hui avec la crise économique qui les fragilise quelque part ? De manière générale, finalement, quand de temps en temps on ouvre ce dossier de la politique familiale, ça démontre qu'il y a quand même quelques
quelque peu de pression dans la cocotte et qu'il y a de temps en temps, Jean-Pierre Denis vient de l'évoquer, des problèmes sociétaux nouveaux. Effectivement, un individualisme beaucoup plus fort, une famille qui se décompose, qui se recompose. Il y a aussi des pressions économiques. Elles sont extrêmement fortes. La campagne électorale gère ça, je dirais, avec le maximum de pudeur possible, parce que la crise économique, puisqu'il faut la nommer, est extrêmement anxiogène. Ce contexte-là, évidemment, pèse sur l'ensemble des politiques françaises, le fameux modèle social français dont la politique familiale fait partie. Et donc, il est naturel, du coup, que ça s'exprime de temps en temps aussi par quelques coups de boutoir. Faut-il s'asseoir sur cette cocotte quand elle commence à faire un peu de pression? C'est la vraie question. Je pense qu'on a tort en France en ce moment, effectivement, d'éluder ce débat. L'avenir, il est tout près. Monsieur 23 y faisait allusion récemment sur cette antenne. Face aux chrétiens, tout à fait. Face aux chrétiens. Je crois qu'il a raison de réveiller finalement le Français devant cette réalité qui est le monde va changer. Mais quand le monde change, ce n'est pas forcément une catastrophe. Je crois que ce n'est une catastrophe que quand on a esquivé le sujet et qu'il finit par s'imposer de la plus mauvaise manière, c'est-à-dire d'une manière improvisée. Donc prenons notre avenir en main, je crois que et pour la politique familiale, en tout cas les AFC, on est prêt à travailler le sujet, on a des idées assez claires, des choses intéressantes à proposer. Quelques points justement sur les propositions que vous feriez dans ce contexte-là, même si ça ne va pas trop mal, hein, vous a entendu tous les deux. Les points à améliorer selon vous vraiment importants, les 2 points Deux points très rapidement. Une première chose est claire, le dirigeant des EDC vient de le rappeler. Aujourd'hui, la politique familiale est massivement financée par le travail. La première politique familiale est probablement à redécouvrir, c'est que finalement, dans chaque ménage en France, chacun ait du travail. Donc la compétitivité du travail en France est un sujet familial, clé. Donc ça, vous vous retrouvez dans ce que disait le président. Donc là-dessus, c'est un début, c'est-à-dire une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, il faut commencer le travail, mais il faut le faire. Oui. Jean-Pierre Denis. Non, mais parce que c'est extrêmement compliqué, hein. Ça rejoint les débats qu'il y a eu par exemple sur la TVA sociale, c'est-à-dire est-ce qu'il faut alléger un certain nombre de charges qui pèsent indûment sur le travail, mais les transférer où? C'est pour ça que c'est un débat extrêmement complexe, et le danger serait de dire oui, on va les enlever là, mais après, on ne va pas les trouver ailleurs, ces ressources. C'est-à-dire qu'on va détricoter une politique qui fonctionne. C'est pour ça que... Sans avoir les moyens de la retricoter, en fait. Sans avoir les moyens de la retricoter, puisqu'on est dans une période de disette budgétaire. Hein. C'est tout à fait le cadre qui a été celui du débat sur la TVA sociale. Alors, donc il y a ce débat. Il y a un autre débat qui est important. Vous savez qu'aujourd'hui, la mutation de la natalité fait que le système de retraite par répartition, qui est pérenne, qui est extrêmement vertueux, on sait qu'il faut quand même le compléter, notamment par ce que l'on appelle des retraites par capitalisation, c'est-à-dire on met de l'argent de côté, pour parler moins techniquement. Aujourd'hui, une famille qui accepte d'accueillir des enfants nombreux et qui donc contribue au renouvellement des générations et à payer les retraites futures, elle a plus de mal que les autres familles à justement constituer cette retraite de précaution. Nous voyons là que cette nouveauté sociétale, d'une famille avec un peu moins d'enfants, elle soulève maintenant de nouveaux enjeux financiers qui sont des défis difficiles pour les familles. Donc là encore, un sujet finalement assez simple qu'il faut prendre en main, qu'il faut structurer. Il n'y a pas de drame, il y a des bonnes idées à avoir et je pense qu'il y a moyen de trouver des bonnes solutions qui contentent tout le monde. La question du mariage également, Jean-Pierre Denis ? La question du mariage, quelle est la question que vous posez? Parce qu'on parle souvent de mariage. Alors, il y a le mariage homosexuel, évidemment, qui revient souvent. Aujourd'hui, on est évidemment dans un paradoxe absolument stupéfiant, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit que la tendance longue, lourde, c'est qu'il y ait de moins en moins de personnes qui se marient et qu'il y ait en même temps de plus en plus de personnes qui veulent avoir le droit de se marier. C'est très juste. C'est le paradoxe de notre époque, d'où le côté un peu bizarre de la revendication du mariage homosexuel, qui est d'ailleurs doublement bizarre, puisque très longtemps, les homosexuels ont au contraire plutôt milité contre l'institution bourgeoise du mariage. Ça fait partie du côté baroque de notre époque, où on voit des revendications en fait, de nature complètement contradictoire. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est quand même une autre préoccupation. C'est aujourd'hui, un des grands défis, c'est la paupérisation des familles, en particulier le problème des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Ça, c'est un problème. Ça, on en parle très peu dans la campagne également. Concret. On n'en parle pas du tout dans la campagne. Moi,
me souviens d'un rapport du Secours catholique sur ce sujet, qui était, je crois, il y a 2 ans. Là, il y a un vrai enjeu, aider les familles en situation de paupérisation. Pour conclure, Jean-Marie Andrès, en 20 secondes. Pour conclure, je crois que Jean-Pierre Denis l'a bien positionné. Le mariage est une très belle chose. C'est la plus belle des promesses, dit-on, aux AFC. En même temps, c'est une promesse qui est un petit peu malade. C'est-à-dire on a du mal à lui trouver un équilibre aujourd'hui perceptible. Les familles dites monoparentales, c'est comme ça qu'on les appelle chez les technocrates, dont je fais un peu partie malheureusement, elles font partie en fait de ces familles qui n'ont pas réussi en fait à trouver une vraie stabilité. On voit soit la solution est économique, soit la solution est dans comment on aide les gens à mieux redécouvrir le mariage pour fonder des choses qui n'ont pas besoin d'être aidées. Merci à tous les deux pour cette discussion. C'est la fin de cette émission. Et puis ce soir, à KTO, on a une pensée particulière pour Carole Delafont, qui travaille en coulisses sur cette émission depuis 2 ans et qui part vers de nouvelles aventures. Merci pour sa précieuse collaboration. On lui souhaite bien sûr de vivre de très belles choses par la suite. À très vite sur KTO.